Voyage en récit, Julien Hervier, Pierre Magnard et Geoffroy Scribe. Dans cette émission de Voyage en récit, avec vous aujourd'hui, donc Pierre Magnard et Julien Hervier, nous nous retrouvons pour parler de cet auteur allemand né en 1895, mort en 1998 à 103 ans, témoin, on peut dire, incontournable du XXe siècle en Europe, participant aux deux guerres mondiales, vivant en Allemagne, toutes ces années de guerre froide y compris, et qui, nous pouvons en résumer comme ça aujourd'hui, écrit des journaux quotidiens, il écrira son journal quasiment toute sa vie, il écrit des romans, on peut citer quelques titres comme Héliopolis, on peut citer également, troisième partie de ses écrits, une œuvre, on va dire, de pensée. Je ne sais pas si l'on pourra parler de philosophie. Monsieur Magnard pourra nous dire si cela correspond à de la philosophie. Aujourd'hui, nous parlons essentiellement d'un ouvrage intitulé « Le nœud gordien ». Au 4e chapitre de cet ouvrage de Junger, l'auteur écrit ceci. « À qui saurait défaire le nœud gordien ? Une vieille prophétie promettait l'empire du monde. Comment faut-il interpréter le coup d'épée dont Alexandre trancha le nœud ? Cet acte a quelque chose de fort et de convaincant. Il semble contenir plus qu'une réponse paradoxale à un oracle et au collège de ses prêtres. Il symbolise toutes les grandes rencontres entre l'Europe et l'Asie. Il s'y manifeste un principe spirituel capable de soumettre l'espace et le temps à des décrets nouveaux et plus concis. » Et en fin de citation, on retrouve au verso de cet ouvrage « Le nœud renferme en lui la contrainte fatale, l'obscure implication des énigmes, l'impuissance de l'homme devant l'oracle. » Aux éditions Christian Bourgeois. Monsieur Hervier, puisque vous avez bien connu et côtoyé et traduit donc, l'œuvre de Junger, comment ces mots résonnent en vous aujourd'hui ? Quelle lecture aujourd'hui de ce texte qui remonte, il me semble, aux années 60 peut-on faire aujourd'hui en 2023 ? Écoutez, alors, ce qui me paraît intéressant, c'est que c'est un ouvrage donc, qui est paru en 1953, donc 8 ans après la fin de la guerre, et il a l'air de constituer une réflexion sur un grand thème mythologique, mais c'est une réflexion aussi sur l'immédiate actualité. Et je suis d'autant plus frappé de ce fait que, bon, on était alors en pleine guerre froide. Le problème de l'Orient et de l'Occident se compliquait par le fait que, pour Junger, ce sont des qualités mythiques. Enfin, ça ne correspond pas totalement à une entité géographique particulière. C'est d'une part l'esprit de l'Orient, l'esprit de l'Asie et l'esprit de l'Occident, esprit de recherche, de liberté. Et dans cette perspective, Junger évoque l'Orient aussi bien en pensant à ce qui est pour nous le Moyen-Orient ou l'Extrême-Orient que la Russie comme partie de l'Orient, du fait de son fonctionnement politique, de la nature de ses dirigeants. Et ce qui me paraît tout à fait impressionnant, c'est que c'est aussi une étude sur l'opposition, disons, entre le despotisme et la liberté. Le despotisme oriental n'a rien à voir avec les monarchies absolues qui sont autoritaires, mais où le prince peut être contesté, n'est pas quelqu'un dont le pouvoir discrétionnaire est entier. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui me paraît aussi frappant, c'est que nous nous trouvons devant une situation qui rappelle celle qui a entraîné la réflexion jungerienne, avec ce qui vient de se passer avec Poutine et la guerre en Ukraine. C'est-à-dire un autocrate tout à fait bloqué dans ses convictions, avec un entourage qui probablement l'y encourage. Et ne peut aller que dans ce sens-là. Et qui ne peut aller que dans ce sens-là, alors que une grande partie des analyses politiques de l'Occident sur la Russie consistait à dire que Poutine était un froid calculateur, un membre du KGB, guidé par la froide raison. Pas du tout. Pas du tout. On voit là l'importance de ce fond obscur qu'évoque Junger dans son œuvre à propos d'une Asie, mais qui n'est pas du tout condamnée parce qu'elle complète à sa façon l'Occident. Et justement,
Junior c'est tout prêt à dire que ce conflit entre l'Occident et l'Orient a lieu finalement en chacun de nous, Oui. dans la mesure où il s'agit de surmonter les pulsions instinctives et d'avoir une vision, reposant finalement sur un contexte, sur une réflexion morale. Je crois d'ailleurs qu'on pourrait lire, il y a des notes, il y a une note explicative sur le titre, que je vais vous lire le début brièvement. Sur le titre, le nœud gordien doit être compris comme une question posée par le destin. Il se renoue sans cesse, de même que la question ne cesse jamais de se poser. Le glaive d'Alexandre fait lever une lumière nouvelle, la lumière de la pensée, mais en un sens supérieur, solaire de ce mot. Le doute, le pouvoir de l'esprit. Peu importe que ce soit un glaive, les mythes sont pleins d'images en lesquelles se transpose la rencontre primitive de la substance et de l'esprit. Voilà. Les armes des grands dompteurs, l'arc d'Héraclès, le bouclier de Persée, l'épée de Sigurd, sont des symboles de lumière. Voilà. Pour la philosophie, M. Magnard, voulez-vous compléter quelque chose peut-être par rapport à la fin de ce chapitre 4, justement, qui m'a marqué? Il part donc l'éclair de ce coup d'épée, l'épée qui tranche le nœud. Dans l'épée dont il tranche le nœud, fatale étincelle d'or, elle est symbole de lumière. Donc quelque part, dans ma lecture, je vois qu'il y a une notion de lumière, une notion de beauté, presque une notion d'espérance. Il finit désormais, puisque cette lumière a resplendi, on verra peut-être des détours et des égarements, mais plus jamais de retour. Alors est-ce que c'est à analyser comme il n'y a plus jamais de retour vers quelque chose de bien, ou est-ce qu'au contraire, une fois qu'on aura tranché le nœud gordien, on peut aller vers quelque chose de mieux? Je voudrais d'abord remarquer que si ce texte se situe dans un contexte historique que le professeur Hervier a très bien évoqué, il revêt à mes yeux aujourd'hui une signification prophétique, intemporelle et éternelle. Car en effet, tout ce qui s'est passé aujourd'hui entre l'Est et l'Ouest semble trouver un éclairage dans le nœud gordien. Tout ce qui s'est passé, y compris le présent conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il manque de culture géopolitique chez nos philosophes, mais surtout chez nos politiques, qui auraient pu comprendre que cette opposition Orient et Occident avait une autre portée, une autre signification et d'autres conséquences que celles que des politiciens à courte vue ont pu imaginer. Donc, ce que je vois, c'est précisément ce caractère prophétique de l'ouvrage. Mais vous me demandez si ce conflit peut se solder par une issue, par une résolution, par un arrangement. Je pense pour ma part que l'opposition Orient et Occident est inscrite, si je puis dire, dans les gènes de l'humanité et que l'on ne peut pas s'en sortir, que l'on vivra jusqu'à la fin du monde une telle opposition, qu'on la vivra jusqu'à la fin du monde parce qu'il y va de notre réalité que nous nous opposions Orient contre Occident, Est contre Ouest. Et cela devrait nous amener à nous interroger sur ce que peut signifier Orient et Occident. J'ai eu le privilège, si je puis dire, de naître en terre d'Orient, bien que ce soit un Orient extrême, si j'ose dire. Le Maghreb el-Aqsa, c'est-à-dire le Maroc, qui vit mon berceau, m'a amené très vite à réfléchir à cette opposition. J'étais en plein Orient confronté à un Occident extrême, puisque précisément nous étions aux marches même de cet Orient, dans le Maghreb el-Aqsa. Et je dirais que l'enfant que je fus fasciné très vite par une image, celle de l'Atlantide disparaissant et donnant lieu à toute une mythologie qui devait se développer autour de la grande figure du marin explorateur Ibn Battuta. Ibn Battuta, c'était évidemment l'homme venu de l'Orient, mais pour donner à l'Occident précisément toutes ses chances de fécondation d'un monde encore en sommeil. Et je me référerai à ce qui fut précisément les lectures de mon enfance et de ma jeunesse dans les différentes bibliothèques qui s'organisaient dans les villes du Maghreb,
et qui héritaient de bibliothèques très anciennes, riches d'une mémoire millénaire, essayaient de comprendre la figure que prenait Ibn Battuta, ce pont entre le monde, ce lien entre deux lieux, plutôt entre deux cultures, ce lien entre deux esprits. Je vais vous interrompre, M. Magnard, parce que votre propos me fait penser à l'actualité de ces dernières années, entre l'Orient et l'Occident. Vous allez voir où je veux en venir. Quand Junger écrit dans son chapitre 7, « Le déploiement de pouvoir nous semble passer les limites permises lorsqu'il atteint une stature gigantesque, aux dépens de la liberté. Nous savons bien qu'on ne peut se défendre ni s'armer sans d'inéluctables renoncements. La liberté doit s'accorder avec la nécessité. Mais cette entente demeure contractuelle. Si l'on se hasarde au-delà du nécessaire comme le font les titans, l'homme tombe au rang de grains de sable dans les masses énormes que meut un pouvoir despotique. » Alors, je vais faire le lien avec l'illustration à laquelle je pense. Quand je lis les masses énormes que meut un pouvoir despotique, je me demande si, quand on voit les mesures prises pour lutter contre le Covid en Occident, en France, et celles prises dans des pays orientaux, notamment en Chine, je me demande si l'Orient actuel ne s'est pas largement occidentalisé dans son besoin de sécurité, par rapport à ce que pouvait penser Junger à l'époque, quand il écrivait ça en 1953. Oui. De toute façon, la Chine n'apparaît pas tellement dans l'horizon de la réflexion de Junger. Il faut dire que sa pensée s'est formée il y a longtemps, et la Chine est devenue cette puissance qui menace les États-Unis que depuis sa mort. Et quand il parle de l'Orient extrême, évidemment la puissance à laquelle il pense, c'est d'abord le Japon. Et le Japon est tout à fait au milieu de ses intérêts les plus profonds dans le nœud gordien. Marginalement par rapport à la Russie, parce que c'est plus lointain, et puis Junger surtout a connu les conditions de la guerre sur le front de l'Est, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été envoyé temporairement sur le front du Caucase, où il a participé aux opérations, où il a parlé avec les militaires, où il n'a pas participé tellement à des engagements, il était là plutôt en observateur, et aussi pour des raisons particulières, puisque l'état-major parisien, qui était hostile à Hitler, qui a d'ailleurs été gravement compromis dans l'attentat raté de Stauffenberg, le fameux attentat de juin, 1944, dans lequel était aussi impliqué quelqu'un comme Rommel, mais qui malheureusement a été mitraillé. Il n'aurait pas eu la possibilité d'intervenir puisqu'il a été mitraillé dans sa voiture par un avion allié. Mais l'opération caucasienne était liée à la nécessité de sonder la mentalité des jeunes officiers qui se battaient contre les Russes pour savoir comment ils prendraient l'idée d'un coup d'État anti-hitlérien. Pensez-vous, M. Hervier, que ça soit dans ce déploiement de Junger dans le Caucase qu'ait pu germer l'idée de produire ce livre en 1953 ? Parce que quand on regarde, ne serait-ce que les titres de Junger, il y a le traité du sablier, il y a des romans comme Héliopolis en 1949, Oui. il y a le nœud gordien, il y a le passage de la ligne. Enfin, il s'intéresse à des domaines très divers quand même. Et là, en 1953, sort le nœud gordien. Tout à fait, que mais c'est alors, lié à- alors il faut voir aussi que les strates nourricières d'un ouvrage comme le nœud gordien sont multiples et peuvent être d'ordre tout à fait différent. Parce que Junger est un grand lecteur des historiens antiques. Il a lu Thucydide, il a lu Hérodote, il a lu le grand historien juif de la guerre qui a abouti à la prise de Jérusalem par les Romains, le Flavius Joseph. Et donc, sa réflexion sur les oppositions Orient-Occident remonte à l'épopée antique et sont tout à fait caractéristiques de sa pensée. Il est imprégné d'histoire et il n'est pas imprégné d'histoire à la façon des jeunes historiens dont beaucoup sont très influencés par la pensée hegélienne d'une histoire orientée. L'histoire n'est pas orientée quand on lit Hérodote ou Thucydide. Donc, il y trouve déjà cette opposition.
il aime bien justement aller chercher des exemples concrets, ce qui est intéressant, ce qui fait que pour les gens qui redoutent la philosophie dans son abstraction, c'est toujours très concret, hein. Les exemples historiques affleurent en permanence. Et donc, dans l'Antiquité, il est fasciné par le grand conquérant qui est Alexandre, qui effectivement a tranché, mais justement en prenant son épée, au lieu de lutter vainement contre l'embrouillamini des nœuds du nœud gordien, il a tranché, c'était en 333 avant Jésus-Christ, ça ne nous rajeunit pas, et il s'est beaucoup intéressé à Alexandre. Dans son journal, il y a par exemple une trentaine de mentions d'Alexandre, un petit peu moins que de César qui a droit à une quarantaine. Et je ne parle pas de Napoléon, alors là on ne les compte plus, qui est d'ailleurs un des grands sujets de réflexion, hein, du nœud gordien, justement sur la différence entre le despote et le dirigeant autoritaire dans les pays occidentaux. Et alors, il aime beaucoup aussi prendre des personnages symboliques. Par exemple, si on prend les épopées homériques, il dit qu'il faut voir toute la différence qui sépare Ulysse dans l'Odyssée et Sinbad le marin. Donc deux grands navigateurs ayant affaire à la furie des flots. Hein. Sinbad, quelqu'un qui... Alors là, c'est moi qui commande. Sinbad est quelqu'un qui se laisse conduire par la volonté divine. Quand les choses vont mal, quand son bateau va faire naufrage, il dit si Allah l'a voulu, je vais m'en tirer le mieux possible. Alors que Ulysse passe son temps à tramer des ruses, à faire des complots, pour trouver les moyens rationnels de se sortir d'affaire. Ou autre exemple pris dans l'Antiquité, dans la guerre de Troie, qui oppose évidemment l'Asie mineure de Priam et des Troyens à la coalition grecque autour d'Agamemnon. Priam est une espèce de pater familias, pour employer le mot qu'il ne faudrait pas puisqu'il est romain, le père de famille avec toute son autorité, avec ses fils et ses belles-filles, avec tous ses enfants qui sont absolument dans sa dépendance. La volonté de Priam s'exerce comme celle d'un despote oriental, alors qu'Agamemnon passe son temps à réunir le conseil des chefs de guerre grecs qui l'entourent, à discuter avec eux. Il peut être mis en minorité. Enfin, il y a un pouvoir qui ne s'exerce pas sans contrôle. Donc là, on a tout à fait la différence très clairement dès l'Antiquité très lointaine. Alors je vais revenir à la philosophie en prenant justement une illustration actuelle, très actuelle. Je pense aux GAFA. Vous savez, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, tout ce qu'on a sur nos ordinateurs qui nous relie au monde entier et qui aujourd'hui exerce un pouvoir planétaire. Qu'on soit ici, rue des Nouettes à Paris, ou dans les rues de Hong Kong, ou au fin fond du Pérou, on a accès à peu près aux mêmes données. Et là, il me semble que ces fameux GAFA, ces grands groupes internationaux de l'informatique, exercent sur l'homme, quelque part, un pouvoir presque despotique, de canalisation. Et je reviens à ce passage, l'homme tombe au rang de grains de sable dans des masses énormes. Qu'aurait pu penser Junger par rapport à notre actualité de ces grands groupes informatiques aujourd'hui? Et au niveau philosophique, M. Magnard, quelle lecture peut-on faire aujourd'hui du nœud gordien pour trouver sa place entre pouvoir d'un côté et liberté de l'autre? Je dirais que plus que jamais, il faut savoir comment trancher le nœud, parce que ces nodosités ne font que se multiplier tous les jours, de telle sorte que ce qui devrait nous relier, en réalité, nous entrave. Et c'est ça l'ambiguïté aujourd'hui de tous ces liens. Le lien devrait établir de la relation, et cette relation devrait être libérante, alors que, en fait, ces relations, dans leur multiplication, deviennent de plus en plus asservissantes, aliénantes. Qu'est-ce qui va trancher le nœud? Est-ce l'intelligence? Est-ce la volonté? Est-ce le sens de la liberté? Est-ce l'entendement? La question, notre auteur se la pose sans cesse. Qu'est-ce qui tranche le nœud? Mais auparavant,
je voudrais revenir sur ce que mon ami M. Hervier a dit de l'autorité. Cette autorité, quelle est-elle quand on veut la trancher? Notre auteur propose une distinction entre dictature et despotisme. Et jouons sur l'étymologie du mot dictature. Il nous dit que le dictateur est celui qui dicte ses impératifs, qui dicte ses volontés, qui dicte la conduite à suivre. Et que cette dictature, de la part exercée par le chef, suppose chez les sujets une capacité d'obéissance, une capacité d'écoute. Il faut être à l'écoute pour pouvoir comprendre ce qui est proposé par le chef. Et il oppose précisément à cette conception dictatoriale une conception despotique. La conception despotique qui ne s'encombre pas de la pédagogie du dictateur et des conditions d'une intelligente écoute, mais qui impose brutalement ce qu'elle veut faire admettre par les sujets. Et c'est cette distinction qui, en quelque sorte, revalorise chez Junger ce dictateur et l'obédience qu'il veut susciter, alors que le despotisme est condamné sans appel. Oui, alors si je peux intervenir, une chose importante à rappeler, là vous parliez philosophiquement, on pourrait dire historiquement et philologiquement, on pourrait dire historiquement qu'il est très important de voir que la dictature romaine est une institution de la République romaine. Donc les Romains de la République, ils avaient eu d'abord une royauté, il faut rappeler ça à certains qui n'ont pas du tout d'idée de l'histoire romaine. Ils ont eu d'abord des rois qui ont fini par être renversés par une révolution, après s'être mal conduits, le viol de Lucrèce, enfin. Donc ils se sont débarrassés de leur roi et ils étaient très attachés à leur république. Et d'ailleurs, quand César sera assassiné, ce sera parce qu'il sera suspecté de vouloir rétablir à son profit la royauté. Et la République romaine était tellement méfiante devant l'autorité possible d'un despote qu'elle était dirigée par 2 consuls. Il n'élisait pas à la tête de l'État une personne, mais 2, pour qu'ils puissent se contrôler mutuellement. Et l'instauration de la dictature était un phénomène tout à fait exceptionnel en cas de guerre, en cas de crise grave de l'État, qui permettait de remettre à un seul personnage tous les pouvoirs, au lieu qu'il y en ait 2. Et ce personnage était nommé dictateur pour une période limitée. Quand la crise était passée, il pouvait rentrer à sa charrue. Il y a des exemples Cincinnatus, fameux. Voilà. Cincinnatus qui quitte le mancheron de la charrue pour prendre le commandement qu'on lui demande et qui revient à sa charrue dès qu'il a rempli son office. Voilà, c'est admirable du point de vue de la liberté du peuple romain. Alors je vais faire un saut dans le temps et dans l'ouvrage. Au chapitre 22, Junger écrit « Il parle des révolutions ». Il écrit « Nous pouvons ici encore entrevoir le contexte par lequel les guerres entre peuples ont accru leurs épouvantes. On ne peut nier que depuis le XVIIIe et le XIXe siècle, nous soyons entrés en décadence. Les croisades révolutionnaires, entreprises sous l'apparence de guerres nationales, se sont manifestées dans leur déroulement et durant leurs intervalles, comme les épisodes fanatiques d'une guerre civile bien plus vaste qui s'étend au monde tout entier. Cette guerre civile leur a communiqué son éthique, et celle-ci a rongé et détruit les traditions militaires. Elle a surtout aboli la différence entre l'homme en armes et l'homme sans défense. Et là, il ajoute « Les révolutions s'impriment plus profondément et dressent des repères plus visibles que des guerres nationales. On peut dire en ce sens que 3 pas de géant nous ont amenés au point où nous en sommes aujourd'hui. 1. La Réforme. 2. La Révolution française. Et 3. La Révolution russe. Les guerres sont les protubérances d'événements cachés et dont la masse est souterraine. » Alors, avait-il en tête l'idée d'un mouvement inéluctable, inextinguible, qu'on ne peut réfréner au niveau mondial, et dont les guerres sont les protubérances? Et y a-t-il quelque part par là un manque d'espérance chez lui que l'homme est capable quand même de discerner le bien du mal dans cet énorme mouvement de masse souterrain? Alors, Junger est fondamentalement quelqu'un d'optimiste. Il était fan. Et
il ne pense pas que, au fond, je crois qu'il ne pense pas qu'il y ait de situation désespérée. Et contre les entreprises du despotisme, enfin, il y a cette autre œuvre dont on parlait entre nous à l'instant, qui est le traité du rebelle, c'est-à-dire dans les pires dictatures, il y a la possibilité de la révolte du rebelle, et le titre a été traduit par Plard très bien, le rebelle ou le recours aux forêts. Parce que le titre allemand, c'est der Waldgänger, qui est quelqu'un qui, dans la tradition islandaise, un hors-la-loi qui se réfugiait dans les forêts quand il n'acceptait plus ou qu'il était rejeté par la communauté de ses concitoyens. Et donc, pour Junior, il y a le terme de forêt qui apparaît, mais il dit « la grande ville actuelle est un endroit où on se cache encore mieux que dans les forêts. On est perdu justement dans cet anonymat de masse et on peut y poursuivre son destin personnel. » Et puis, dans le livre même dont nous parlons, là, il y a un petit espoir à la fin parce qu'il y est question, évidemment, des immenses destructions de la bombe atomique, bien qu'elle ne soit jamais appelée la bombe atomique, donc, mais les grands moyens de destruction. Et il espère que ces moyens de destruction pourront rester sous contrôle. C'est ce qui a été d'ailleurs l'espoir, ce qui a fait justement l'équilibre du monde pendant très longtemps. Pendant toute la guerre froide, c'était l'équilibre de la terreur. Et maintenant, ce qui est effrayant, c'est évidemment la prolifération possible des bombes atomiques entre les mains de dictateurs, éventuellement de fous irresponsables. Mais là, Junior croyait qu'on pourrait peut-être éviter cela. Et il y a un de ses essais, peut-être le plus optimiste du point de vue politique, qui s'appelle l'État universel. C'est l'idée qu'on pourrait arriver à... ça serait une espèce de société des nations ou d'ONU qui aurait du pouvoir et qui permettrait de maintenir la paix. Mais il pense en fait que tout cela dépend d'évolution interne de chacun des citoyens, car le conflit qui peut amener la mort de la civilisation, c'est un conflit que chacun a en lui-même. Et les débordements du despotisme sont effectivement quelque chose que l'homme livré à ses instincts peut connaître en lui-même s'il n'a pas d'instance éthique qui lui permette de dominer cela. Et là, c'est là que quelque chose qui apparaît, qui est très clair dans cette œuvre, c'est qu'au fond, c'est là que Junior définit sa morale chevaleresque. Les gens peuvent considérer que c'est ridicule, que c'est d'un autre âge, mais par exemple, quelqu'un comme Hannah Arendt rendait hommage à Junior en disant que sans avoir été un résistant ouvert, comme ses amis du complot du 20 juillet 1944, il avait conservé sa dignité grâce justement à sa morale d'officier allemand, fidèle à ses traditions et fidèle à une espèce de morale qui interdit qu'on tue un homme désarmé, qu'on mette en esclavage les plus faibles. Enfin, bref, une morale qui évidemment d'ailleurs est très proche de la morale chrétienne et qui a été développée par la chevalerie à l'époque médiévale. D'ailleurs, dans cet état d'esprit, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans l'œuvre. C'est le fait que, alors, à propos de l'optimisme dont vous parliez, est-ce qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir ? Junior raconte une anecdote très frappante du comte de Champagne, dans les Croisades, qui est invité par le grand maître des assassins dans une petite ville en Arménie. Et il est dans une espèce de nid d'aigle et il a des gardiens au créneau de ses troupes. Et pour faire peur, il y arrive au comte de Champagne, il dit « Mais moi, mes hommes m'obéissent jusqu'à la mort, sans hésitation. » D'ailleurs, vous voyez, les deux sentinelles qui sont là, je leur dis de sauter en bas, elles sautent. Et elles sautent toutes les deux. Et le comte de Champagne est déjà un peu convaincu. Il lui dit « Mais si vous voulez, j'en fais sauter d'autres. Toute sa garnison est prête à mourir uniquement par obéissance au despote. » Et Junior dit, c'est d'ailleurs la même chose. Cette situation, on n'a aucune chance de s'en tirer, qu'on retrouve chez les Japonais avec les avions suicides. Alors que la chevalerie européenne, il faut qu'elle ait toujours un espoir de s'en sortir.
Elle peut se lancer dans des missions très dangereuses, mais on ne lui demandera jamais de se suicider. Il faut toujours qu'il y ait une ouverture possible. Monsieur Magnard, peut-être quelque chose à ajouter par rapport à cette notion qui me rappelle l'honneur dont parle Junger à la page d'après. Et quel que soit le respect rendu au prince, quelle que soit la dureté de la discipline, il écrit, il existe 2 cas limites où le pouvoir de commandement se brise contre un interdit invisible, 2 points. L'ordre ne doit jamais signifier un arrêt de mort, ni ne doit être contraire à l'honneur. Il faut toujours respecter en son fort intérieur une inviolable liberté. Ce qui est très remarquable quand on lit cet ouvrage, c'est précisément de voir comment il s'appuie constamment sur une morale traditionnelle, sur une morale chevaleresque, sur une morale qui retrouve ce qu'il y a de meilleur dans notre Moyen-Âge. Et c'est cette morale que lui aurait appris le métier des armes, la fraternité d'armes, et la nécessité de venir en aide à toute détresse, allant au péril de sa vie secourir un blessé du clan opposé, du parti opposé, de l'armée opposée. Autrement dit, un ennemi. On risque sa vie pour sauver l'ennemi, et c'est cela qui vous mérite une distinction, nous dit Junger. Et il relate ainsi les conditions dans lesquelles il fut bénéficiaire de la croix de fer, avoir sauvé un ennemi au péril de sa vie. Et c'est précisément cette façon de considérer l'humanité en autrui, en ses frères d'armes et en ses ennemis, qui est quelque chose de tout à fait remarquable et que aucune épreuve du temps n'a remis en cause à ses yeux. Oui, c'est un problème très intéressant parce que pour Junger, ça touche aussi au problème de la grandeur des grands chefs. C'est-à-dire qu'il y a en Occident, on peut admettre des faiblesses du point de vue du comportement sexuel, affectif, même de l'honnêteté chez les grands hommes. Mais il faut qu'ils aient le sens de la grandeur qui comporte la générosité. Aussi bien la générosité au sens le plus banal de la distribution des biens. Hein. Par exemple, je viens de lire un livre tout à fait passionnant sur les hordes mongoles, où les grands chefs mongols, Tamerlan ou Gengis Khan, s'attachaient les gens autour d'eux en répartissant parmi eux tous les produits des pillages qu'il avait fait avec eux. Donc la générosité fait partie du chef, des attributs du chef. Et d'autre part, et alors là pour lui c'est un point de vue plus particulièrement occidental, la clémence fait partie des vertus des grands chefs que nous admirons. Et il donne l'exemple d'une histoire qu'on connaît mal en France, d'un meunier à qui Frédéric II de Prusse avait fait rendre justice. Et surtout, il y a un très très bel exemple, puisque donc Napoléon fait partie aussi des grandes références, justement, d'une autorité absolue, mais qui n'est pas despotique. Après la victoire d'Austerlitz, c'est raconté dans les mémoires de Marbot, il se trouve avec ses officiers sur le fameux lac gelé. Vous savez, il avait piégé les troupes adverses sur un lac gelé sur lequel il avait fait tirer à boulet rouge, donc la glace avait fondu. Enfin, c'est un peu Eisenstein et les chevaliers teutoniques dans la glace. Et donc la victoire est acquise, les Autrichiens et les Russes ont eu beaucoup de pertes, et il voit un sous-officier russe qui est pris dans les glaces et qui dérive et qui va mourir. Et à ce moment-là, il dit il faut absolument le sauver. Il a 2 de ses officiers qui se déshabillent, qui sautent dans l'eau glacée. Marbot. Ouais, c'est le Marbot qui raconte ça. Et d'ailleurs, un des officiers va mourir de froid, mais le Russe sera sauvé. Et il entrera dans la garde impériale. Oui. Alors, je vais faire le lien. Continuons l'œuvre de Junger. Est-ce que ce que vous venez d'exprimer peut être résumé dans cette formule ? Il faut savoir gagner, et puis il faut aussi savoir perdre des batailles. Par exemple, je pense à ce passage, nous sommes au chapitre 26,
où il écrit « D'où vient cette curieuse atmosphère d'affection autour du grand Frédéric que tous les esprits profonds parmi ses contemporains considéraient comme le premier monarque de l'Europe ? En sa personne s'unissait une foule de talents que l'on trouve rarement ensemble. » Citation. « Un esprit qui, malgré toutes ses ombres, est en heureuse harmonie avec le génie de l'époque et de ses élites. Un ami de la science et des beaux-arts. Un capitaine qui sait gagner les batailles, mais aussi les perdre. » Y a-t-il là, alors peut-être pour les professeurs que vous avez été, peut-être faut-il aussi parfois, on peut être heureux d'avoir su enseigner une classe, et parfois peut-être va-t-il à la fois de l'honneur et du progrès que l'on peut faire, de reconnaître qu'on n'a pas été bon, et reconnaître peut-être une défaite pour progresser. Est-ce que c'est là ce à quoi nous entraîne Junger ? Oui, il y a justement, à la suite de ces remarques, de la part de Junger, une reprise du fil de l'histoire et un parallèle entre deux situations. L'Allemagne à l'issue de la guerre de 7 ans, l'Allemagne à l'issue de la bataille de Stalingrad. Et une comparaison précisément entre l'attitude de Frédéric et l'attitude d'Adolf Hitler. Il eût fallu, pour que Stalingrad ne fût pas un désastre, que l'on sût arrêter la guerre à ce moment-là, nous dit très judicieusement Junger. Mais pour cela, il eût fallu un chef qui ne fût pas allergique à la paix. Un chef, non pas qui sût faire la paix, mais à la rencontre duquel la paix pouvait venir, pouvait se rendre. Or, on n'imagine pas que la paix puisse se rendre au-devant d'Adolf Hitler, comme elle avait su se rendre au-devant de Frédéric. La grandeur, elle eût été d'être capable d'accueillir la paix. Donc, quelque part, de se changer intérieurement. Moi, quand j'ai lu ce très bref passage, un capitaine qui sait gagner les batailles mais aussi les perdre, j'ai pensé à quelqu'un comme Jean-Paul Sartre. J'ai trouvé que cette phrase disant oui, mais à l'époque j'avais raison d'avoir tort, est quand même assez gonflée. Ça montre qu'il n'a aucune, il y a aucune espérance de progrès en fait, quoi. J'avais raison d'avoir tort. Oui, enfin, je ne veux pas commenter Sartre spécialement sur ce point, effectivement, où il est guère défendable. Mais ce qui est beau pour Junger, c'est la possibilité, effectivement, d'encaisser les coups et de repartir plus tard. Et dans le cas de Frédéric, ce qui est impressionnant, c'est qu'il a été sauvé de certaines situations par exemple, un changement dynastique en Russie qui a fait que le tsar qui lui était hostile a été remplacé, ou c'était une tsarine, enfin je ne sais plus très bien, oui, a été remplacé par un tsar qui l'admirait et qui a eu envie de conclure la paix avec lui. Il dit même la grosse erreur, c'est que Hitler pensait que la même chose était possible pour lui. Il ne se rendait pas compte que son aura n'était pas celle de Frédéric II, parce que c'était pas celle du tout d'un personnage éclairé, rencontrant tous les philosophes, d'une intelligence brillante, musicien, ayant des amis partout dans l'intelligentsia européenne, et que lui n'avait aucune chance que se produise un revirement en sa faveur de ce titre-là. C'est pour ça d'ailleurs que les officiers patriotes de l'état-major pensaient que la seule solution possible pour sauver l'Allemagne d'un désastre, c'était d'assassiner Hitler et ensuite de constituer un gouvernement provisoire et de négocier avec les alliés européens, enfin américains, anglais, un revirement pour combattre justement le despotisme stalinien et pour combattre à l'Est. Et de toute façon, enfin, c'est un livre très riche, en particulier pour sa réflexion sur la guerre civile et la guerre militaire contre un adversaire qui peut être éventuellement loyal. Et ce qui lui fait peur, c'est qu'il considère que dans les guerres entre loyaux adversaires, on peut respecter un code, disons, de bonne conduite. Il y a un code de l'honneur, un code militaire, justement, on ne tue pas les blessés. Ce code qui n'existe absolument pas dans les guerres civiles, où l'adversaire
n'est pas un adversaire, mais un ennemi qu'on nie dans son être parce qu'il a tort, il est dans le mauvais camp, et tout ce qu'il mérite, c'est d'être exterminé. Et donc, il voit avec inquiétude les guerres entre États se rapprocher des guerres civiles. Alors j'ai envie Messieurs Hervier et Magnard, j'ai envie de rejoindre un peu notre contemplateur solitaire dans sa pensée dans le chapitre 31, où il écrit, on va prendre un petit peu peut-être je ne sais pas si on peut parler de hauteur, mais en tout cas de distance, il écrit « L'une des étrangetés de l'homme est qu'il se préoccupe du terrifiant bien plus que du bien, et lui accorde plus de place en sa mémoire. C'est sans doute une preuve de ce qu'il tient le bien pour la normale. » Ça devrait nous redonner un peu de baume au cœur, finalement. Finalement, si on parle tout le temps du mal, c'est parce que le bien constitue en notre cœur et en notre fort intérieur quelque chose de tout à fait normal, qu'on est tous en train de rechercher. Philosophiquement, comment percevez-vous cette ligne ? Eh bien, la question du bien et du mal est souvent posée par Junger. On le trouve dans le recours aux forêts, on le trouve dans le passage de la ligne. Il y a plusieurs occurrences au bien et au mal. À propos de la lecture qu'il vient de faire de la réédition des œuvres de Nietzsche par Colli Montinari. Il y a là une présence de cette monumentale édition que tous les philosophes ont saluée comme extrêmement féconde pour une relecture de Nietzsche, et justement, à ce propos, Junger reprend le débat sur le nihilisme, et il nous dit que le nihilisme, c'est précisément cet oubli de la différence du bien et du mal, et que cette méconnaissance de la distinction du bien et du mal est évidemment ruineuse pour l'humanité, puisqu'elle est fondamentale pour définir l'humanité de l'homme, cette distinction du bien et du mal. Alors, je crois que c'est là qu'il faut revenir pour répondre à votre question, je crois, et voir comment la distinction du bien et du mal connaît une érosion du fait du déconstructivisme qui sévit à l'époque, en dehors même des petits épisodes de l'histoire philosophique française, et qui atteste que la distinction du bien et du mal est elle-même remise en cause. Et il est véritablement réconfortant de voir que Junger essaie de retrouver, de réactiver, de faire revivre cette distinction comme étant essentielle à notre humanité. J'ai envie de parler, à vous entendre, du relativisme, un petit peu ambiant dans ces 20 premières années du XXIe siècle. Abordons, s'il vous plaît, le chapitre 34. Junger écrit « Mieux vaut parler d'Oradour, Oradour-sur-Glane, évidemment, le massacre, que de Santerre. Agir ainsi, ce serait prouver que la violence sans borne est à son tour devenue la règle. Nous avons d'autant moins le droit d'oublier les limites que la technique, avec ses meurtres en masse, menace de les effacer. D'où le devoir de mémoire. » Et quelques lignes plus bas, il écrit, il cite quelques cas, par exemple, la population d'une grande ville n'est pas sans défense, elle a ses barrages de DCA, ses escadrilles de chasse, c'est du moins ce que doit supposer l'agresseur. Le meurtre relève d'une autre catégorie. Il écrit, l'examen de tels cas a aussi une valeur préventive, puisqu'il préfigure les périls à venir, en ce que toute nouvelle querelle risque de s'élever, techniquement et moralement, au point où s'est terminée la précédente. C'est pourquoi il faut éliminer la haine. Plus que toute menace de l'extérieur, la perte interne est inquiétante, la baisse d'éthique qui détruit ce sans quoi toute résistance est dénuée de sens. Rendre visible ce qui fait la grandeur et la dignité de l'homme, enseigner et percevoir une hiérarchie historique et théologique des actes et des œuvres. Cela mène plus loin que le progrès technique, qui ne peut jamais être qu'un levier, mais non une valeur. Alors évidemment, vous me direz, on retrouve là la pensée de Junger dans ses ouvrages qu'on a pu citer, dans Le Travailleur notamment, puis dans Le recours aux forêts. Mais quand je lis ça aujourd'hui en 2023, en ce mois de juillet où nous connaissons des émeutes internes à notre pays,
je me dis qu'on est quand même, dans ce que prône Junger, on est quand même très loin du relativisme actuel, obsédé de la sacro-sainte égalité qui affirme solennellement que tout se vaut. Il nous invite à avoir des critères de valeur pour construire en fait cette société. Alors, vous savez, il y a quelque chose de très important, même dans l'écroulement éventuellement des religions et des théories, des doctrines morales. Moi, j'étais très, très frappé en relisant ce nœud gordien alors, ça ne se ressemble pas, vous me direz, mais c'est le même recours à une nécessité d'instance morale que l'on a dans un concept auquel je suis très attaché, qui a été très, très souligné récemment, c'est le concept de common decency, de décence commune, d'Orwell. C'est-à-dire même chez les hommes les plus démunis intellectuellement, on peut considérer qu'il reste une conscience instinctive du bien et du mal. C'est comme le fameux « Un homme, ça s'empêche » du père de Camus. On ne se laisse pas aller à toutes les horreurs auxquelles porterait éventuellement le fond instinctif que nous avons en nous. Le fait de vouloir exercer une certaine maîtrise sur les instincts les plus meurtriers est quelque chose qui constitue finalement l'humanité. Monsieur Magnard, quelque chose à ajouter ? L'humanité ne se définit pas par des droits, elle se définit par un devoir d'humanité. Et vous citiez à juste titre le premier homme d'Albert Camus. Il nous enseigne précisément que c'est l'être le plus frustre, que l'être c'est le plus primitif, le plus pauvre, le plus démuni, le moins instruit. Il devait y avoir encore l'expression d'un devoir d'humanité, quelque chose de naturel et de spontané, qui fait dire à l'homme devant un spectacle cruel ou injuste, un homme, ça s'empêche. Un homme, ça s'empêche, c'est-à-dire, si je suis homme, je ne peux pas tolérer cela. Je ne peux pas supporter cela. Je ne peux pas admettre que telle chose se passe sous mes yeux. Le devoir d'humanité. Or, je crois que c'est cette humanité première, cette humanité originaire, que l'on retrouve présente précisément chez Junger chaque fois qu'il est en face de ces outrances de la guerre. Nous nous demandions d'où cela venait, esprit chevaleresque ou éthique militaire. Il y a, je crois aussi chez lui, une éthique originelle, une éthique primordiale, qui lui fait ressentir ce qui est juste et ce qui est injuste. Et c'est cela qui nous met en deçà des morales, des éthiques, des systèmes de droit, des religions même, pour nous faire éprouver le caractère originaire de certaines exigences éthiques. Alors, puisque vous avez prononcé le mot de religion, peut-être, puisque nous arrivons au terme du temps qui nous est consacré dans cette émission, Monsieur Magnard, Monsieur Hervier, peut-être pourrions-nous terminer par commenter ce passage au 30e chapitre, toujours du Nœud gordien d'Ernst Junger. Il écrit « Nous voyons dans les fondateurs des religions les guides suprêmes. Ils entraînent à leur suite les esprits qui continuent d'animer les dynasties, les empires et les États, les systèmes et les écoles, les maisons, grandes ou petites, jusqu'à l'homme le plus simple dans sa mission de père, de maître, d'éducateur et de juste. Son œuvre et sa famille, elles aussi, ne peuvent subsister que par une vertu fondatrice. C'est la grâce qui bâtit les maisons. L'homme y atteint une puissance immobile et durable, qui ne dépend ni de son libre arbitre ni de sa propre force. Nulle grandeur n'existe sans cette puissance toujours proche et toujours efficace. Nulle valeur n'accourt qui ne soit gagée sur ce trésor intemporel. Qu'ensuite le modèle se reproduise à travers les siècles, les millénaires même, sous la forme de l'imitation, de la succession de l'héritage, du service et du sacrifice.
C'est le signe que le Créateur a pénétré dans l'atelier de la fondation. Le langage recèle aussi ce pouvoir secret dont l'action d'âge en âge affermit les peuples quand le prédestiné y touche, mais ce qui demeure, les poètes le fondent. Et on revient à la poésie. Fondatrice, quelque part, de religion. Voilà. Et bon, avec cette belle citation de Hölderlin, on arrive effectivement à l'essentiel. Je voudrais simplement ajouter au terme qu'il ne s'agit pas pour Jünger de dévaloriser l'Orient par rapport à l'Occident. Il s'agit d'un débat entre la liberté et le despotisme. Mais toutes les forces instinctives qu'il suppose à l'Orient sont des forces qui ont leur rôle à jouer dans l'équilibre humain. Et là, je voudrais peut-être terminer sur une citation que je trouve très belle de L'Homme et du Temps. Oui, parce que le nœud gordien fait partie d'un ensemble, L'Homme et le Temps. Après avoir parlé d'Hésiode, et dont Hésiode se méfie de l'envie des dieux. Il dit, dès que les hommes ont fait des progrès, ces progrès les entraînent à de nouvelles erreurs, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à avancer indéfiniment. D'ailleurs, l'avance indéfinie est punie par les dieux. C'est la tour de Babel. Quand l'homme veut monter trop haut, la tour s'écroule. Et Jünger dit, on pourrait interpréter ce phénomène en considérant que dans les vastes battements du pendule d'est en ouest, l'esprit et la matière, la liberté et la subordination s'équilibrent sous leurs formes extrêmes. Il règne entre l'esprit de l'Occident et la substance de l'Orient un rapport d'absorption et de fécondation réciproque. Dans une existence comme celle de saint Paul, on entrevoit l'aller-retour de cet échange. Effectivement, saint Paul comme vecteur d'échange entre les deux civilisations. Qui nous met en relation. Oui, il y a dans le petit livre là, que nous essayons d'illustrer aujourd'hui, 2 références à saint Paul, qui précisément paraît comme un de ces passeurs entre 2 mondes. Car en effet, nous ne saurions, parce que nous sommes présumés occidentaux, oublier notre Orient. Et là, je pense au sens même du mot Europe. Europe, qu'est-ce que cela veut dire? Europe, c'est la nymphe au large visage, au large regard, qui nous embrasse de son regard, ou plutôt qui, par ce regard, projeté vers l'Est, nous découvre le monde qui nous est ouvert, qui nous est offert, qui nous est donné, et avec lequel nous allons devoir essayer de vivre. La nymphe au large visage. Quand cette domination s'imposa-t-elle? Elle fut le fait d'un pape, au moment de la chute de Constantinople, prise par les Turcs, qui voulut, en quelque sorte, nous rendre l'Orient dont nous étions désormais séparés, nous, chrétiens d'Europe, en faisant valoir, précisément, que la nymphe au large visage avait pour mission de nous ouvrir toujours davantage les portes d'un paradis perdu. C'est ce que le pape de l'époque signifiait en réponse au malheur du temps qu'avait été la chute de Byzance. Et par tous ces liens, ces anecdotes avec le passé, ici Constantinople, la Seconde Guerre mondiale, peut-être pour terminer cette émission, pouvons-nous laisser peut-être la parole justement à Jünger, dans cette note qui me semble pétrie d'espérance, où il écrit, chapitre 29, « L'interprétation de notre passé le plus récent est donc pour nous d'importance vitale. La masse des événements qui nous ont entraînés exige que nous les dominions en esprit. » Et c'est ce que vous essayez de faire lorsqu'on vous écoute, messieurs Hervier et Magnard. Et ceci d'autant plus que toutes les explications qu'on nous en offre du dehors demeurent insuffisantes. Il y a là un trésor pédagogique inconnu qu'il faudra déterrer.
Si notre jeunesse, derrière ce qu'ont obscurci et ce qu'obscurcissent encore la haine, la souffrance et la passion, sous l'écume des jugements rapides, sait percevoir l'option ancienne et sincère dont l'exigence immuable se dresse devant tout homme et toute génération, elle donnera la réponse qu'on est en droit d'attendre d'elle. Merci beaucoup.